Alors un point sur la loi Leonetti, et en particulier la loi Leonetti-Claes qui a été votée en 2016. Qu'est-ce qu'apporte cette loi et qu'est-ce qu'elle n'apporte pas en quelque sorte? C'est une loi qui fait suite à d'autres textes réglementaires, d'autres lois, mais globalement. Et pour le dire simplement, ce corpus législatif a rendu en France l'acharnement thérapeutique illégal. On ne peut pas, et je vais reprendre les termes du droit, mettre en œuvre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inadaptés, inadéquats. Euh, et en l'occurrence, cela veut dire que celui qui est le seul juge pour évaluer la dimension inadaptée des traitements, c'est le patient lui-même. Le droit français, depuis une autre loi, qui est la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, le droit français a rendu le patient responsable des traitements qui lui sont proposés. C'est-à-dire qu'un patient peut refuser des traitements, quand bien même il m'apparaîtrait à moi, par exemple le médecin, légitime. S'ils apparaissent déraisonnables au patient, eh bien c'est le patient qui a le dessus en quelque sorte et a raison, à condition que je puisse être certain que le patient n'est pas dans une inaptitude à exprimer une volonté profonde. Donc, ce droit fait en sorte qu'en fin de vie, puisque la loi dont on parle relève des droits des malades à la fin de leur existence, un patient peut arrêter tout traitement. La loi apporte d'autres points qui sont, de mon point de vue, importants. Euh, Au-delà de la capacité de la personne à exprimer sa volonté, c'est-à-dire si elle n'est plus dans cette capacité-là, le droit a prévu des dispositifs, des outils en quelque sorte, qui permettent de respecter la volonté d'une personne qui ne peut plus exprimer sa volonté. Ces outils sont de deux ordres, c'est les directives anticipées et la désignation d'une personne de confiance. Les directives anticipées, c'est un document écrit que quelqu'un, lorsqu'il est en capacité d'exprimer sa volonté, écrit et qui traduisent euh, les limites de ce qui lui apparaîtra acceptable ou non acceptable lorsqu'il ne sera plus en capacité d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées sont contraignantes pour le médecin, sauf à ce qu'elle ne soit pas adaptée à la réalité que vit le patient. Et puis une autre cause d'exclusion de l'application des directives anticipées, c'est l'urgence vitale où il apparaît quand même légitime qu'on ne passe pas beaucoup de temps à chercher des directives anticipées alors que la vie est en jeu. Ceci dit, dans un deuxième temps, lorsque ces directives anticipées ont été écrites, elles peuvent défaire ce que la médecine aura engagé en quelque sorte. Donc, et ça c'est un élément qui n'existait pas avant la loi de 2016, la dimension contraignante de ces directives anticipées. Toute la difficulté est dans la réalité de l'écriture des directives anticipées. Peu de personnes écrivent des directives anticipées. Ce que ne prévoit pas la loi, et ce qu'elle ne peut peut-être pas prévoir, mais qui relève plus de réglementation, c'est que pour que quelqu'un arrive à écrire des directives anticipées, il faut, comment dirais-je, un cheminement assez long, une relation avec ses professionnels de santé, son médecin en particulier, qui fait qu'on aborde cette question de ce que ne souhaiterait pas ni l'un ni l'autre des protagonistes, mais qui est la possibilité de mourir en quelque sorte. Et donc, vous voyez combien tout ceci peut être délicat, difficile, lent, etc. Et donc, ce que ne prévoit malheureusement pas le droit, mais que devrait faciliter les réglementations, c'est la valeur de ce travail de cheminement, d'aide au cheminement, qui peut conduire à une directive anticipée. Le deuxième outil que prévoit le droit, et depuis 2016, et même avant 2016 d'ailleurs, c'est la désignation d'une personne de confiance. C'était déjà prévu effectivement dans la loi de 2005 et même avant me semble-t-il, mais une personne de confiance, c'est une personne qui est désignée par la personne malade, personne se sachant susceptible de ne plus pouvoir exprimer sa volonté, et qui charge en quelque sorte une personne dite de confiance d'être en quelque sorte son futur porte-parole. La notion de confiance est importante puisque du coup, ça signifie que cette personne ne va pas donner son avis en temps voulu,
mais va dire ce que la personne aurait dit, selon elle, pardon, si elle avait pu s'exprimer. C'est très important, me semble-t-il, de désigner une personne de confiance qui n'est pas forcément un membre de la famille. Euh, il n'est pas rare de voir que des personnes évitent de désigner un proche affectivement proche pour lui éviter d'avoir cette responsabilité, en quelque sorte. Souvent, d'ailleurs, la personne de confiance peut être hors du champ de la famille, peut être un médecin, le médecin traitant, par exemple. Le deuxième outil, ou la deuxième possibilité qu'offre le droit français depuis 2016, mais même avant, depuis 2005 et peut-être avant, je pense que dès 2002, la notion de personne de confiance était introduite dans le droit français. C'est quelque chose d'important, la personne de confiance, c'est une personne qui est désignée par la personne malade lorsque celle-ci sent ou sait qu'elle va ne plus pouvoir forcément exprimer sa volonté. Et cette personne qui est désignée par elle est une personne qui va exprimer ce que la personne dirait si elle pouvait s'exprimer. Autrement dit, elle est le porte-parole d'une personne qui a perdu la parole ou la capacité d'exprimer sa volonté. C'est important parce que cela veut dire aussi que cette personne de confiance doit savoir quelle est sa mission, sa fonction en quelque sorte. Elle ne va pas donner son avis à elle, elle va donner ce qu'aurait dit la personne qu'elle connaît et qui a confiance en elle. Donc ça n'est pas si facile que ça d'être désigné et d'accepter d'être personne de confiance. C'est important que celui qui la désigne sache la fonction de cette personne. Et dans les faits, la personne de confiance, de mon point de vue, est quelqu'un de très important. Il n'est pas rare que l'on se trouve devant des situations de fin de vie où la personne est dans le coma ou a perdu ses capacités cognitives, par exemple, ne peut plus s'exprimer du fait d'une tumeur cérébrale ou d'un accident vasculaire, que sais-je. Et donc, on va se tourner vers la personne de confiance dont la parole sera l'équivalent de ce qu'aurait dit la personne malade. Euh, le législateur a accordé moins de valeur à la personne de confiance qu'il n'en a accordé aux directives anticipées. Les directives anticipées sont contraignantes. La parole de la personne de confiance est importante, mais elle est, selon le droit, prise en compte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prise pour argent comptant. Ça peut peut-être être discuté, mais en tout cas, voici l'état du droit. Euh, Très souvent, les personnes de confiance sont d'ailleurs pas si proches que cela. On a l'expérience de personnes qui refusent de désigner un conjoint, par exemple, ou quelqu'un de proche affectivement, pour lui éviter d'avoir cette charge d'une décision pour autrui, en quelque sorte. C'est parfois le médecin, d'ailleurs, qui est désigné comme personne de confiance, mais ça peut être un proche, un ami. Et il est possible, il est probable même que l'importance de la parole de la personne de confiance soit plus prise en compte dans l'évolution du droit, mais en tout cas, actuellement, c'est ceci. Le dernier outil ou la dernière possibilité qu'a ouvert en termes de droit la loi de 2016, c'est le droit à ce que l'on appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès. En d'autres termes, le droit à être endormi quand on est là à la toute fin de sa vie, d'être endormi, d'être mis littéralement dans le coma. Euh, J'y reviendrai avec des molécules particulières. L'idée était pour le législateur de répondre à la question suivante. Lorsque une personne à la toute fin de son existence estime que sa conscience n'est plus que souffrance, est-ce qu'il faut maintenir la conscience de la personne alors qu'elle va décéder? Euh, Ce droit est limitatif. Il est limité à 3 circonstances. La première, c'est à la demande d'une personne qui est atteinte d'une maladie grave, très évoluée, dont le pronostic vital est estimé à court terme. Court terme, ça veut dire quelques heures à quelques jours, selon les sociétés savantes qui ont traduit ce terme juridique en termes euh, en dispositif médical. Le deuxième cas de figure, c'est une personne qui n'est pas à proprement dit en toute fin de vie, mais qui dépend de thérapie vitale, de support comme un respirateur, par exemple. Je pense que le législateur avait en tête la situation des personnes atteintes de maladies neurodégénératives qui ont besoin d'une ventilation artificielle. Lorsque l'arrêt de la
l'assistance vitale va placer la personne en situation de fin de vie, la personne peut demander, comme c'est le cas dans le premier cas de figure évoqué par le droit, d'avoir une sédation profonde et continue jusqu'à son décès. Par exemple, pour ne pas être mis en situation d'asphyxie lorsqu'on arrête une ventilation artificielle. Et puis le troisième cas de figure, il est plus compliqué. Il ne peut pas y avoir de demande parce que précisément cela concerne des personnes qui sont dans l'incapacité d'exprimer un avis, qui ne peuvent plus avoir un avis, comme des personnes en état végétatif chronique par exemple, ou des personnes dans le coma, chez qui, au terme de ce que l'on appelle une procédure collégiale, c'est-à-dire une réunion entre différents professionnels de santé, où il apparaît déraisonnable de poursuivre un traitement alors que l'on n'a pas la volonté explicite de la personne. Il y a une décision, ou alors où on dispose de directives anticipées de la personne, comme je le disais tout à l'heure. On va donc décider d'arrêter ce qui contribue à maintenir en vie une personne. Et dans le doute, en tout cas c'est moi qui interprète le droit de cette manière-là, sur une éventuelle souffrance consécutive à l'arrêt des traitements, eh bien le droit dit qu'il faut mettre en œuvre une sédation profonde et continue, associée à des antalgiques, pour éviter que la personne ne puisse souffrir. Voilà l'état du droit actuel, et en particulier ce qu'a apporté la loi de 2016.